Benjamin, on va commencer assez simplement. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Benjamin Dutreux et je suis skipper de l'IMOCA Gui Environnement Water Family sur le prochain Vendée Globe 2024-2025. Est-ce que tu peux nous raconter ta découverte de la voile? Ma découverte de la voile, alors je pense que j'ai peut-être découvert quand j'étais tout petit et que je ne me rappelle pas avec mon grand-père dans le sud, mais en réalité la vraie découverte de la voile pour moi c'est à l'école de voile à l'Île-Dieu. Voilà, j'ai fait tout simplement un stage de voile en été. On allait passer tous les étés chez ma grand-mère à l'Île-Dieu et du coup voilà, j'ai eu l'occasion d'être inscrit à un stage d'une semaine et j'ai découvert la voile là-bas. Et ensuite, tu as continué parce que tu es venu vivre sur l'île Ouais, tout à et fait. c'est devenu ton activité sportive de loisirs habituelle. Tout à fait, l'histoire veut qu'en effet, après, finalement, toute la famille Dutreux est arrivée vivre sur l'île Dieu. Et donc, du coup j'ai pu approfondir mes connaissances en voile et surtout Voilà, j'ai eu l'occasion de faire l'apprentissage de la mer, au début aussi au travers de la pêche aussi un peu. Et du coup, voilà, non, c'est sûr que c'est grâce à l'île Dieu que j'ai vécu dans un environnement complètement en pleine liberté, que ce soit à terre ou sur mer, et que j'ai pu approfondir mes connaissances de l'océan. Et puis à la suite de ça, me dire, tiens, j'aime bien la voile, finalement, je préfère plutôt la voile que le foot ou le handball, où pratiquais un peu tous les sports hein, quand j'étais jeune. Et voilà, j'ai eu un petit plus pour la voile, et donc j'ai commencé en école de sport après, à Fromentine, juste en face de l'île Dieu, à l'âge de 13 ans, ouais. Et après, donc, tu as fait du kata de sport et puis après du Figaro, plein de choses. Et à quel moment te vient l'idée d'en faire une vie professionnelle? Je sais pas quand m'est venue l'idée de m'en faire une vie professionnelle. Je pense que ça m'est jamais vraiment venu à l'idée. J'ai laissé les étapes se franchir une par une, quoi. Commencer par le kata de sport, puis ensuite après découvrir un peu l'habitable, et puis voilà, commencer à faire des compétitions à l'international, et ensuite découvrir la course au large au travers du Figaro, quoi, avoir l'opportunité de me lancer en Figaro et découvrir le milieu professionnel finalement de la course au large. Ici en Vendée, pas loin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au Team Vendée. Donc c'était sympa. Et puis pour moi, c'était la découverte du monde professionnel, du solitaire. J'avais jamais passé vraiment des nuits en mer tout seul sur un bateau. Et puis petit à petit, c'est vrai que tous les 4 ans ici, on baigne quand même dans l'atmosphère du Vendée Globe. Et je pense que la finalité de faire du solitaire, c'est quand même le Graal, quoi. C'est quand même de participer à cette course qui, pour le coup, le Figaro c'est très compétition, et là pour le coup c'est un peu un mélange d'aventure, de compétition, d'inconnu, et du coup voilà, c'est pour ça que je pense que petit à petit, je me suis jamais dit un jour je ferai le Vendée Globe quand j'avais 15 ans, mais petit à petit en avançant, et ben ça m'a rapproché de cette course-là, pour laquelle finalement je me suis passionné. Et à quel moment la course rentre dans ta vie avant que ça devienne un truc professionnel? En tant qu'amateur, qu'est-ce que tu en as vu, enfant? Qu'est-ce que tu gardes comme image forte des premières éditions, des aventures, des skippers, des moments de course? Voilà, qu'est-ce que évoque le Vendée Globe tout simplement pour toi? Bah, le Vendée Globe, c'est vrai que du coup, depuis qu'on est arrivé vivre à l'île-Dieu en Vendée, ben, on est un peu baigné dedans aussi régulièrement. Donc c'est vrai qu'assez jeune déjà, j'avais des posters de skipper dans ma chambre. Je me rappelle avoir un poster d'Hélène MacArthur notamment. Voilà, j'étais super fan d'Hélène MacArthur. Et donc pour moi, voilà, je me rappelle les premières éditions, j'ai pas eu l'occasion d'aller le vivre en vrai. Et finalement, je crois que la première fois que je suis venu sur un village de course, ça devait être en 2008, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et en plus, à cette période-là, j'étais interne au Sable, dans un lycée sablé. Donc forcément, je faisais aussi partie de la fête. Voilà, pour moi, le Vendée Globe, c'était non seulement cette aventure, mais c'était aussi devenu un événement incroyable qui rassemble beaucoup de monde, qui est super festif. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là, jamais de la vie, je me disais, tiens, je vais y participer. Mais ça me faisait déjà rêver au fond de ma tête, quoi.
Et alors, en tant qu'amateur de voile, de compétition, de sport, qu'est-ce que tu gardes comme image des premières éditions du Vendée Globe, enfin des éditions du Vendée Globe passées? C'est une bonne question parce qu'il y a eu tellement de faits de course, d'images incroyables. C'est vrai que on garde souvent les images des faits de course finalement, des mésaventures, etc. J'ai le souvenir de bah, quand Jean Lecam avait été récupéré, j'ai le souvenir de l'arrivée en deuxième position de Hélène il y a longtemps. Enfin, c'était ouais, je pense qu'il y a plein de faits de course en fait qui passionnent et c'est vrai qu'en plus quand on est dans les écoles, je pense que c'est partout en France, c'est pas que en Vendée et ben on nous parle de Vendée Globe, donc en fait on suit ça de près, ça nous permet de voir tout ce qui est géographie, technologie et voilà, je pense qu'il n'y a pas de fait de course particulier quoi que j'ai retenu. Si ce n'est je pense que la première arrivée que je suis allé voir en mer, je pense que ça devait être l'arrivée de Alex Thompson en 2016. Et, et c'était dingue l'émotion qui s'en dégageait de cette arrivée, de croiser voilà, les équipes, etc. Et c'est vrai que je pense que cette image a peut-être déclenché un truc chez moi qui me disait tiens, ce serait quand même dingue de réussir à y participer. Et pour le petit clin d'œil, la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que je suis navigue aujourd'hui sur ce bateau-là. Alors c'est rien de prévu comme ça, quoi, mais voilà, les choses ont fait qu'aujourd'hui je navigue sur ce bateau-là, donc c'est quand même assez marrant. Comment tu t'y prépares à... Alors tu l'as déjà vécu, hein, évidemment, on va en reparler de ce premier Vendée Globe, mais comment tu t'y prépares à ce côté festif, ce côté émotion, ce côté voilà, grande kermesse populaire qui est devenu le village du Vendée Globe, et puis évidemment la journée du départ qui est si particulière. Alors comment on s'y prépare? C'est une bonne question. Je pense qu'on se prépare jamais vraiment à une grande fête comme celle-ci qui fait que grandir en plus. Après, la dernière fois c'était un peu spécial. Il y avait, enfin, toute la fête s'est arrêtée en peu de temps. On a eu un début de fête, mais finalement ça s'est assez vite arrêté. C'est pas un Vendée Globe dont j'avais l'habitude en termes de fête. Mais là, je suis de l'autre côté un peu, donc c'est vrai qu'on passe notre temps finalement, nous, à organiser cette fête aussi pour nos partenaires, pour les écoles, les classes qui vont venir nous voir, pour voilà, tous les gens qui sont autour de notre projet finalement. Donc voilà, on fait plutôt partie du côté partage en fait. Cette fois, c'est plutôt nous qui essayons de partager un maximum de choses, de faire vivre l'émotion des pontons, de faire vivre le village. Et donc c'est vrai qu'on en prépare une bonne partie, et en plus, d'autant plus que c'est chez nous. Donc voilà, on va accueillir nos partenaires qui sont notre partenaire principal notamment qui est brestois, donc on a envie de bien les accueillir chez nous et qui gardent une image mémorable de ce Vendée Globe et de cette grande fête justement. Euh, donc, euh, donc voilà, écoute, ça se prépare plutôt bien. Le chenal, la sortie, le retour, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette spécificité du Vendée Globe? Parce qu'il n'y a pas de course comme ça où tu as un stade nautique qui fait passer quand même les skippers par une espèce de roller coaster d'émotions avant de partir en mer. Ouais, stade nautique, c'est un grand mot parce qu'on finalement on fait que sortir de Sional, mais en effet, par contre, c'est un espèce d'entonnoir où finalement voilà, il faut passer par là avant d'arriver en pleine mer. Le chenal, c'est quand même quelque chose d'assez mythique parce qu'en fait, ça peut rassembler énormément de monde autour voilà, des skippers, autour des bateaux. C'est comme si un peu on entrait dans l'arène et il y avait une haie de personnes qui acclamaient les héros, quoi. Et donc c'est vrai que c'est assez dingue en fait comme émotion. Après, moi pour le coup, je ne l'ai pas vraiment vécu du côté du skipper pour l'instant, suite à la dernière édition, mais je l'ai vécu de l'autre côté et c'était assez dingue. Moi, je me rappelle avoir l'impression de partir avec eux un peu en se disant, mais en fait là ils partent, mais combien de temps ils vont partir? Qu'est-ce qui va leur arriver? Enfin, en gros, ça va être c'est une histoire de vie quoi, qui marque. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de symbiose sur cette sortie de Chenal qui est assez emblématique, quoi. Les gens sont là et ils ont envie de vivre ça, envie de sentir, de vibrer, de vivre cette émotion, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez dingue. Dans un sens, on se dit,
mais attends, mais tous les gens, s'ils sont là comme ça et qu'on va sortir, c'est que Enfin, on a l'impression qu'on va au bout du monde, en fait, et qu'ils sont pas sûrs qu'on revienne, en fait. C'est ça qui paraît assez dingue. On se dit, mais c'est complètement dingue de se dire que ces gens-là partent, mais on n'est pas sûr qu'ils reviennent. Alors moi, je trouvais ça particulièrement spécial comme émotion, quoi, comme sentiment à vivre. C'est quelque chose de particulier. Alors qu'au final, maintenant, quand je suis de l'autre côté en tant que skipper et marin, je me dis, globalement, je suis à peu près sûr de revenir. Enfin, en tout cas, les chances sont très grandes pour que je revienne. Tout est préparé au millimètre. On fait en sorte que tout soit prêt et qu'on met toutes les chances de notre côté pour faire le tour du monde le plus vite possible, avec nos armes, hein, bien sûr. Et, et donc, ça me paraît un peu moins fou maintenant. Alors, à un moment, quand même, ce Vendée Globe devient une réalité pour toi. Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui de cette première édition réussie? C'était l'éclosion pour tout le monde. Tout le monde a salué ta course, top 10. Je me souviens de ces bord à bord avec Jean Le Cam qui disait ah, le petit Dutreux, il est bon quand même. Voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui te reste de cette aventure? Qu'est-ce qui me reste de cette aventure? Tout, écoute, j'en ai pas perdu une miette. Voilà, j'essaie de garder ça bien dans ma tête, parce que c'est vrai que le précédent Vendée Globe, j'ai vécu une course de fou, du début à la fin. Et donc c'est sûr que j'essaye de garder bien ça dans ma tête. Pour moi, c'est une expérience hors norme que j'essaye de continuer à utiliser pour préparer ce second projet. C'est vrai que pour cette première participation, on a eu, voilà, on a bricolé un peu comme on pouvait avec l'équipe, en trouvant un sponsor aussi à la dernière minute, etc. Et de faire une course et de terminer dans le top 10, ça paraissait complètement improbable. Mais je trouve que c'est ça qui est beau aussi dans les histoires du Vendée Globe, c'est ça qui est beau aussi dans les histoires de sport, tout simplement. C'est que des fois, quand on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, et ben on arrive à soulever des montagnes. Et cette fois-là, on a réussi à le prouver. Je pense on a donné envie à beaucoup de jeunes de se lancer dans la course, de leur montrer que c'était possible. Et puis moi, en termes de course, je me suis régalé avec Jean, avec Damien. On a passé notre temps ensemble, avec Boris aussi beaucoup dans le sud. Euh, voilà, je pense à ce moment-là, quand on était tous ensemble et qu'on se tirait la bourre, je pense pas qu'on avait l'impression vraiment d'être tout seul dans les mers du Sud et d'être loin de tout en fait. On vivait notre course, on y mettait toute l'énergie qu'on pouvait y mettre. Voilà, Jean il s'est battu comme un chien, je me suis battu comme un chien. Moi, il a eu le dernier mot et c'est ça le sport aussi, mais voilà, j'ai quand même tout du long, j'ai essayé de pas lui faire de cadeaux, quoi. Et alors ça ne t'a pas rassasié, ça t'a donné encore envie de revivre ça. Non, je pense qu'on peut jamais être rassasié. On est rassasié quand on arrive parce on est fatigué, on est cuit, on est vidé quoi, de toute énergie. Donc forcément, on met un peu de temps à s'en remettre. Mais je pense que peu de temps après, voilà, on a déjà les yeux qui sont baignés dans l'océan, quoi. On a envie d'y retourner, on a envie de se confronter à nouveau, on a envie de faire grandir nos projets. Donc c'est pour ça que nous, on est parti sur un bateau d'une génération un peu supérieure au précédent, de s'équiper de foils. Et on n'a pas voulu se brûler les ailes en faisant un bateau neuf, par exemple, et en essayant de se dire, on va gagner la prochaine édition. Voilà, on a essayé de monter, progresser en douceur, faire monter en compétence notre équipe. Aujourd'hui, tous les gens qui étaient là avec moi sur le précédent Vendée Globe, ils sont toujours là aujourd'hui. On est juste un peu plus. Euh, et, et voilà, on est en train d'écrire une nouvelle histoire en fait, juste en s'ancrant dans cette histoire on est en train d'ancrer notre projet dans la classe IMOCA. Depuis, on a participé à énormément de courses auxquelles on n'avait jamais participé, la Route du Rhum, la The Ocean Race. Euh, voilà, on est en train de vivre un peu
ce qu'on avait envie de vivre, tout simplement, ce pourquoi on s'est battu, quoi, ce pourquoi on voulait exister, être présent. Et là, je parle pour moi en tant que marin, mais je parle aussi pour mon équipe technique, l'équipe de management aussi et de communication qui nous suit. Je pense qu'au quotidien, on travaille pour ça et aujourd'hui, on est fiers de. Voilà, on n'a pas forcément le bateau de toute dernière génération, mais on est fiers de se battre avec nos armes, encore une fois, et d'y mettre toute l'énergie nécessaire pour que notre projet il ait de la gueule, quoi, tout simplement. Et ton objectif là, sur celui-là, c'est quoi du coup? La question qui tue, quel est ton objectif? L'objectif sur ce Vendée Globe-là, déjà, c'est de le finir, hein, dans un premier temps. De toute façon, même celui qui veut gagner, il faut déjà qu'il finisse. Donc, je pense qu'un des premiers objectifs sur une course comme celle-ci, c'est de le finir. C'était déjà notre objectif sur le précédent Vendée Globe. Euh, alors, à part que là, on a quand même rajouté une petite notion de performance. Nous, c'est vrai qu'on évolue dans le top 10 dans la classe IMOCA depuis 3 ans maintenant, malgré le fait qu'il y ait 14 bateaux qui soient tout neufs qui ont été mis à l'eau. Et ben voilà, nous, on essaie de faire évoluer notre bateau, on essaye de progresser aussi pour essayer de rester dans ce top 10. Donc voilà, des fois, on est juste à la porte, entre la 12e, 13e place, et des fois, on rentre dans le top 10. Donc je pense que pour nous, déjà, rester dans le top 10, si on refait la même performance qu'on a pu faire sur le dernier Vendée Globe, ça reste une très belle performance. Et c'est un objectif plutôt réaliste par rapport à tout ce qu'on a pu faire dernièrement. Après, voilà, je pense le Vendée Globe, comme la dernière édition a pu le montrer, c'est une course qui peut laisser rêver les sportifs parce qu'en fait, il va se passer plein de faits de course. Il y a des bateaux qui risquent d'être en difficulté techniquement, des marins. Est-ce que chacun va placer le curseur au bon endroit sportivement? Voilà, il y a tellement d'aléas, la course est tellement longue qu'en fait, il peut se passer plein de choses. Donc voilà, si je reste un peu rêveur, et ben un top 5, ce serait quelque chose voilà, qui je pense, trotte au fond de ma tête, même si je sais que c'est pas très réaliste, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton bateau? C'est effectivement un bateau d'une génération plus récente. Euh, vous avez continué à le faire évoluer. Vous avez traversé The Ocean Race avec énormément de péripéties. On va pas rentrer dans le détail de toutes les péripéties, mais est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de cette aventure quand même, et puis nous dire où tu en es par rapport à ton tableau de marche dans le développement du bateau? Alors, nous, on a récupéré un bateau de 2015 qui est l'ancien Hugo Boss, qui était un des premiers bateaux à foil, hein, qui est né avec des petits foils à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les foils, ils sont 4 fois, 5 fois plus gros. Et ensuite, le bateau a été racheté par l'écurie américaine Eleven Sower Racing, qui préparait The Ocean Race, la course Tour du monde en équipage. Ça a servi de bateau de développement en fait pour leur nouveau bateau qui est aujourd'hui entre les mains de Sébastien Simon. Et, et voilà, et nous sur ce bateau-là, forcément un bateau de 2015, mais qui a eu des foils qui ont évolué en 2020 avec une nouvelle génération. Et on a souhaité continuer à faire évoluer ce bateau pour pas forcément reculer dans le classement. En fait, c'est surtout ça notre élément moteur. Et on a aussi eu la volonté de participer à The Ocean Race, le tour du monde en équipage, pour pouvoir fiabiliser ce bateau, apprendre à le connaître, à le comprendre. Et finalement, on a eu énormément de péripéties sur cette course. Enfin voilà, je les passe rapidement entre le dématage, le fond de coque qu'on a cassé dans les mers du Sud, etc. Mais toutes ces péripéties-là, je pense que elles étaient là pour préparer le Vendée Globe finalement. Donc en fait, je suis assez content qu'elle soit arrivée, même si l'aventure de The Ocean Race est une aventure difficile pour l'équipe. On en a quand même, on en a quand même bavé. C'était une épreuve qui était difficile. Et je pense qu'elle a été très très bénéfique dans la préparation de mon Vendée Globe. Je pense que si demain mon fond de coque venait à casser pendant la course parce que on n'avait pas pu fiabiliser le bateau plus tôt, et j'en serais malade parce que c'est un abandon quoi, direct et un abandon sur le Vendée Globe, je pense que c'est d'autant plus difficile à vivre. Déjà que abandonner sur The Ocean Race, c'était pas facile, c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de vivre. Mais alors abandonner le Vendée Globe, je pense que c'est encore pire. Donc cette course, elle a juste permis, et toutes les courses qu'on a pu faire en avant-saison et tous les milles qu'on a pu parcourir sur le bateau, ils ont juste permis à faire progresser notre bateau dans un sens, avec une nouvelle étrave, un nouveau roof,
que je puisse le mettre en fait à ma main et qu'on reste à un niveau de performance élevé, mais aussi à le fiabiliser pour minimiser les chances de casser quelque chose pendant le Vendée Globe, quoi, qui est quand même l'objectif numéro un du projet. Point fort, point faible de ce bateau? Point fort, point faible de ce bateau, je pense que le point fort, c'est que depuis New York Vendée, dans sa configuration actuelle, ça y est, enfin, je ressens quelque chose avec le bateau, je me sens bien à bord, je crée beaucoup de liens avec lui, chose que, voilà, on a eu une relation difficile au début avec ce bateau, j'avais du mal à le comprendre, j'avais du mal à le faire aller vite, j'avais du mal à avoir de la visibilité, et le bateau était très inconfortable. Et là, aujourd'hui, ça y est, je commence à prendre beaucoup de plaisir. Là, je viens de vivre un défi azimut sur lequel je me suis éclaté à bord de mon bateau. Je commence vraiment à créer une relation qui était très facile et très naturelle et très rapide avec le précédent bateau, et là, qui a mis 1 ou 2 années à venir. Ça, je dirais que ça, c'est un gros point fort, pas que du bateau, mais de notre duo, le bateau et moi. Et le point faible, et donc du coup, on a quand même un gros plus aussi en fiabilité, parce que depuis qu'on a refait tous les travaux, on a aucun souci depuis 2023, et pourtant j'ai quand même plusieurs fois mis la poignée dans l'angle pour m'assurer que tout fonctionne bien. Et je dirais que le point faible, c'est un bateau qui a été conçu en 2015 avec des nouveaux foils. Et les nouvelles carènes sont quand même très adaptées au passage dans la mer et à des vitesses moyennes qui sont bien meilleures que ce qu'on peut avoir sur notre bateau. Donc c'est vrai que dans les mers du Sud, avec des vents portants, je risque d'être moins à l'aise, et ça risque d'être beaucoup plus humide avec ma carène de bateau qui est plus adaptée à des runs de vitesse qu'à des exercices un peu 4x4 en plein milieu des océans, quoi. La vie à bord, justement, c'était un bateau très fermé, très sombre. Vous l'avez ouvert, vous avez travaillé l'ergonomie, le confort. Est-ce que tu peux nous raconter un peu vos améliorations et comment toi tu envisages la vie pendant 3 mois dans cette petite cellule de vie quand même? Pour moi, c'est clair que c'était indispensable de faire évoluer le bateau dans son ergonomie, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le bateau, je me sentais pas très bien à bord, quoi. Je trouvais qu'il était très sombre, on voyait rien. C'était compliqué d'aller régler les voiles. Il n'y avait rien qui me permettait d'être axé pour de la perf et pour du confort de vie à bord. Et donc du coup, avec cette nouvelle ergonomie, en effet, j'ai une visibilité quasi à 360 degrés sur le bateau, donc je peux régler mes voiles facilement sans forcément sortir du bateau. Il faut savoir que sur nos bateaux à foil, maintenant, les bateaux vont extrêmement vite. Ils tapent, et quand le bateau va à 25 nœuds et qu'on reçoit des embruns à 25 nœuds, c'est pas facile de régler les voiles. Donc là, c'est quand même chouette de pouvoir être abrité et régler ses voiles comme ça. J'ai un poste de barre, donc maintenant, je peux facilement barrer le bateau, ce qui était quand même plus compliqué avant. En étant à l'extérieur, donc je peux ressentir ce qui se passe dans le réglage de mes voiles, dans l'équilibre de la barre. Et en plus, maintenant, de mon siège de veille, je peux aussi préparer de la météo, je peux également choquer les voiles, être très réactif. Il faut savoir que sur nos bateaux, on cherche en permanence à les pousser à 100%, et si on pousse à 105%, le bateau décroche, donc on appelle ça partir au tas, et voilà, il devient incontrôlable. Et donc, c'est important d'être proche de ses écoutes, tout simplement, pour pouvoir le pousser au maximum de ses capacités, mais de pouvoir réagir rapidement. Et là, aujourd'hui, avec ce nouveau poste de veille, ça me permet de réagir rapidement, mais en même temps de préparer mes météos, en même temps de faire des petites siestes si nécessaire. Donc ouais, je suis très content qu'on ait pu travailler cette ergonomie avant de partir sur une course aussi longue, quoi. Et justement, cette durée à bord de ces bateaux inconfortables, comment tu l'appréhendes? Tu as vécu en équipage à bord, donc c'est encore plus compliqué. J'imagine que ça te paraît vachement grand depuis que les autres sont partis. Oui. C'est vrai que passer autant de temps à bord, voilà, faut que ce soit justement adapté. Là aujourd'hui, je trouve que le bateau est plutôt adapté, donc ça me fait vraiment pas peur de passer du temps à bord. Sur la New York Vendée, j'ai eu l'occasion de passer quasiment 15 jours à bord du bateau, et je me suis senti très bien, ça se passait très bien. Donc franchement, ça me fait vraiment pas peur de passer, je sais pas, 70-80 jours à bord de ce bateau. C'est sûr qu'en plus, après avoir vécu Ocean Race à 5 dans le bateau, dans des environnements très clos, voilà, ça risque d'être
Donc j'aurais plus de place pour ranger mes affaires et ma brosse à dents et que ça risque d'être plus confortable, c'est sûr. Sur l'aspect vie du marin, récupération, protection aussi du marin, est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu t'es préparé? Est-ce que tu as fait des choses spéciales en termes d'ergonomie, de confort, de chauffage, de séchage, voilà, raconte-nous un peu comment tu envisages ce volet vie du marin. Pour la vie à bord et la vie du marin pendant le bateau, c'est pas facile de trouver le compromis entre performance, c'est-à-dire rien du tout, et confort. Parce que voilà, le confort, ça a un coût, ça a un poids. Malgré tout, des fois, le confort, c'est un peu aussi un vecteur de performance. Donc c'est dur de trouver le juste milieu parce qu'il faut que le marin soit quand même en bonne condition pour pouvoir pousser son bateau au maximum. Donc c'est vrai que moi j'ai fait le choix de ne pas emmener de chauffage pour les mers du Sud. Certains ont fait le choix d'en emmener. Je me dis que maintenant qu'on passe finalement assez loin de l'Antarctique avec les zones interdites, et ben voilà, la température du bateau dans le bateau sera 2-3 degrés. Donc c'est sûr que c'est très froid, mais je l'ai déjà vécu sur le précédent Vendée Globe. Donc voilà, j'étais bien équipé. J'ai préféré bien m'équiper en vêtements plutôt que d'emmener un chauffage. Après, pour tous les aspects protection du marin, c'est devenu indispensable. Donc c'est vrai que maintenant, régulièrement, on porte un casque à bord du bateau. Suite à la mésaventure de Seb, et ben, voilà, on a installé aussi une bannette dans laquelle on a mis un rebord devant pour éviter de se faire propulser dans les cloisons. C'est vrai que tous les bateaux maintenant sont équipés de sièges baquets. On est tout simplement comme dans une voiture de course maintenant, complètement voilà, dans un siège baquet, presque harnaché, voilà, pour avoir tout simplement une position confortable dans laquelle on ne se fait pas trop mal au dos, dans laquelle on peut aussi se reposer. Alors raconte-nous combien tu as d'alarmes? Combien j'ai d'alarmes à bord du bateau? Écoute, je pense que si j'active tout, je peux avoir une vingtaine d'alarmes, quoi. Après, c'est à moi de faire le choix, ça dépend des conditions, etc. Tu peux avoir Aujourd'hui, tout est mesurable sur le bateau, on a des capteurs partout, donc en fait, on peut mesurer la déformation du foil, on peut mesurer la tension qu'on a dans le gréement, on peut mesurer le vent, on peut mesurer la capacité des batteries. Donc en fait, voilà, c'est à moi de choisir après quelles alarmes j'installe. Mais globalement, j'en mets un maximum parce que tout est important, quoi. Après, voilà, c'est plutôt sur le niveau de perf et qu'on choisit d'en activer ou pas. Mais c'est sûr que toutes ces alarmes, ça a un côté un peu stressant, quoi. Anxiogène. Anxiogène, ouais, c'est exactement le mot. C'est un côté anxiogène. Et alors, toutes ces alarmes ont un son ou une voix différente? Ouais, toutes ces alarmes-là, elles vont avoir un son différent pour qu'on puisse les identifier. Par exemple, mon réveil va pas avoir le même son que l'alarme pour charger les batteries, par exemple. Et après, on a depuis peu des systèmes qui nous permettent aussi d'avoir des alarmes vocales. Donc, ils vont tout simplement me dire qu'est-ce qui va pas. Donc ça, c'est quand même assez génial parce que ça évite d'aller dans l'ordinateur, chercher quelle alarme a sonné, etc. Là, c'est directement identifié par l'alarme vocale, quoi, qui va me dire alarme, tension de D0 par exemple. Et donc moi, par exemple, si je suis couché et que je suis en train de faire ma sieste et que j'entends l'alarme et que je sais ce que c'est, je vais savoir s'il faut que je me lève en urgence ou si je peux rester couché parce qu'en fait c'est quelque chose de pas très important, quoi. Et alors, dans cette même idée de machine qui dicte un peu le truc à l'homme, il y a cette gestion des polaires. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça implique dans la marche de ton bateau, dans la quête de performance et cette espèce de tableau de marche idéal confronté à la réalité et au bonhomme au milieu qui essaye, tant que faire se peut, De faire sa sauce. de faire sa sauce. Raconte-nous un peu pareil, cette source de stress quand même. Euh, un des trucs clés pour avoir une belle trajectoire, faire une belle trajectoire sur le Vendée Globe, c'est d'avoir des bons routages. Et pour avoir des bons routages, on a besoin de deux choses. On a besoin, grosso modo, on peut avoir aussi des milliers de choses, mais on a deux choses importantes qui sont, un, les fichiers météo,
Les fichiers météo, ça peut être des fichiers de vent, des fichiers de vagues, des fichiers de température. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui est lié au climat, à la météo. Et après, il nous faut un fichier de data qui va amener ce qu'on appelle la polaire du bateau, qui est la vitesse théorique du bateau en fonction des conditions météo. Et cette polaire de bateau, on cherche tout le temps à l'optimiser. Si notre polaire elle est fausse, notre trajectoire qui sera calculée par le routage, elle sera fausse. Donc notre trajectoire à nous, qu'on va décider ensuite, sera fausse aussi. Donc il y a un vrai intérêt à avoir une polaire de bateau qui est excellente. Et pour avoir ça, eh ben, ça veut dire beaucoup de navigation en amont. Donc c'est vrai que nous, on est assez content d'avoir fait Ocean Race, notamment d'avoir fait beaucoup de courses, ce qui nous permet d'optimiser cette polaire-là. Une fois qu'on a une très bonne polaire de bateau, eh ben, nous, il va falloir qu'on rentre tous les ingrédients dans nos logiciels pour faire ce qu'on appelle un routage. Et tous les ingrédients, bah, ça va être tout simplement, bah, voilà ma polaire qui a été calculée par telle condition de vent et telle condition de mer. Et voilà le fichier météo, ce qui m'annonce. Et ensuite, on va y rajouter des petits ingrédients. On va rajouter bah, voilà, un fichier avec des températures, donc avec un vent plus ou moins dense. Un fichier avec un état de la mer. Avec état de la mer, ça va bah, de la hauteur de la houle. Il y a la mer du vent, la mer de la houle et des périodes, donc la fréquence de rapidité des vagues. Et en fait, c'est infini quasiment. On peut en rajouter plein et plein et plein. Nos ordinateurs vont être capables de les calculer. Mais nous, en tant que marins, notre rôle là, ça va être de sentir le bateau aussi, de se dire ben, là, je suis plutôt capable d'être à tel pourcentage de ma polaire dans ces conditions de mer, donc je vais créer un routage qui va utiliser tel pourcentage de vitesse. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez clé. Et ça vient par l'apprentissage de son bateau, par la qualité de nos polaires et la capacité du marin à sentir le truc, quoi, à savoir quels paramètres il va falloir qu'il mette dans son ordi pour que le calcul soit bon, en fait. Et c'est vrai que il y a quelques années, les calculs étaient assez faciles et maintenant, on a tellement d'ingrédients à disposition que ben, il faut qu'on arrive à composer ça de manière beaucoup plus complexe. Mais moi, des fois, j'aime bien faire un back to basic, prendre juste l'essentiel et faire un calcul, un routage avec ce qu'il y a à l'essentiel. Déjà, ça me permet de voir si je ne me suis pas trompé. Et après, petit à petit, je rajoute des ingrédients. Voilà, et puis, je goûte. Et je me dis, après, avec le feeling, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, quoi. Alors tout ça, c'est la marche de ton bateau à toi. Mais là où on bascule carrément dans la bataille navale, c'est que tu peux aussi jouer avec tes adversaires, les gens qui sont autour de toi. Et tout ça est évidemment très chronophage. Comment tu envisages cette gestion de la course? Comment tu envisages d'observer tes adversaires directs, plus ou moins te laisser influencer sur tes choix de route, sur tes choix de stratégie, sur voilà, toute cette dimension, ouais, bataille navale, quoi, en fait. Euh, Bah c'est vrai on pourrait avoir tendance à se dire on va regarder les bateaux autour de nous tout le temps, regarder leur trajectoire, etc. Euh, c'est pas trop ma manière de faire. J'aime pas trop regarder ce qui se fait chez les autres déjà parce que une très bonne raison qui est que bah, nos bateaux sont tous des prototypes et ils sont tous très différents. Donc en fait on aura enfin nos polaires sont différentes aussi, donc on aura potentiellement tous des trajectoires différentes. Et ça c'est pas choquant. Euh, donc à partir de là, je me dis que moi, si j'ai confiance en mon travail et au travail qu'on a fait avec l'équipe en amont, je préfère faire confiance en mes trajectoires qui correspondent à celles de mon bateau plutôt qu'à celles des autres. Après, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe chez les autres parce que bah, quand on voit un bateau qui part tout seul d'un côté, on peut quand même se poser la question de est-ce que j'ai pas oublié un ingrédient dans mon calcul? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié de prendre en compte? Et ça, c'est juste tout simplement savoir se remettre en question. C'est important d'avoir confiance en soi, mais c'est aussi important de réussir à se poser les bonnes questions. Et, euh, et, et voilà, moi j'aime bien regarder les autres bateaux uniquement pour ça, juste pour me confronter des fois et me remettre en question. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien me dire, bah, fais ta route, fais ton truc, fais tes trajectoires. Surtout sur une course comme le Vendée Globe, j'avoue que là, sur une course comme le 48 heures de défi azimut, tu passes ton temps à regarder les bateaux autour parce qu'en fait, on est tous très proches et en fait, du coup, on essaye d'adapter notre trajectoire pour pas se faire doubler.
une course comme le Vendée Globe, certains bords vont durer des jours et des jours. Et donc, finalement, la finalité du bord, ben, on la voit que bien plus tard. Donc, en fait, ça sert à rien de trop se regarder, quoi. Et il faut savoir vivre sa trajectoire. Et si tu commences à vivre ta trajectoire et aussi celle des autres, ben, tu as un peu le cul entre deux chaises, quoi. Et ça, je pense que c'est pas bon. En tout cas, sur le précédent Vendée, je me suis régalé à assumer mes propres choix, à assumer mes options, à assumer mes trajectoires. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Donc j'espère pouvoir faire la même chose sur ce Vendée, quoi. Mais c'est vraiment une notion qui sans doute n'existait pas il y a quelques années et qui, avec la totalité des facteurs que vous avez maintenant à disposition, euh, introduit quand même des notions qui n'existaient pas dans la course au large il y a quelques années et qui aujourd'hui bah, rend le truc passionnant évidemment pour les observateurs qui voient ça et qui ont tous les éléments, mais aussi pour les amateurs de sport que vous êtes. Euh, Comment on gère ça parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut vous manger la tête, non, des fois? Bah, c'est sûr que regarder la carto et regarder les autres, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut manger la tête. Déjà, moi, j'ai pas installé Starlink encore à bord, donc j'ai pas une connexion de fou. Donc la position, je l'ai pas en direct. J'ai un petit décalage, je la récupère par mes FTP sur Adrena, mais en fait, moi, je suis plutôt friand de ça juste pour regarder s'ils vont vite ou s'ils vont pas vite. La trajectoire, à la limite, ça m'importe peu, mais c'est sûr que si je regarde mes adversaires directs et que je vois qu'ils vont 2 nœuds plus vite que moi, ça veut dire que soit je me suis trompé dans mon choix de voile, ou alors je pousse pas assez le bateau. Moi, je me sers plutôt de ça pour doser ça, mais après, en effet, ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations en plus qu'on peut avoir. Et je pense que ça change un peu nos manières de visualiser la stratégie parce qu'on a quand même accès à plus d'informations sur les autres qu'on ne pouvait l'avoir à l'époque. Donc voilà, je pense qu'il. Par contre, voilà, il faut trouver la limite pour que ça puisse nous servir, hein, que ce soit bénéfique et non pas que ce soit plutôt à l'inverse, passer son temps dessus et en fait oublier d'être sur son bateau, quoi. Et donc que ça devienne négatif finalement, quoi. Et comment toi tu la vois, là aussi, en tant qu'amateur de régate, de sport, cette édition du Vendée, que bah, on se languit tous de voir partir, parce que vraiment, ce match va être génial. On n'a jamais vu autant de projets aboutis, de marins qui maîtrisent. Enfin voilà, comment tu l'anticipes, cette course? Bah là, clairement, la course, je pense qu'on est dans une nouvelle ère, hein. Enfin, entre le dernier Vendée Globe et ce Vendée Globe là, euh, la classe IMOCA a énormément évolué. Et quand je dis la classe IMOCA a évolué, c'est pas juste l'association de classe IMOCA, c'est les bateaux ont énormément évolué, les équipes se sont énormément professionnalisées. Il y a beaucoup plus de sponsors qui suivent les courses et qui suivent les projets. Les innovations technologiques ont énormément évolué. On a des bureaux d'études qui sont beaucoup plus importants qu'ils ne pouvaient l'être. Par exemple, nous, on est une équipe moyenne et on a quand même quelqu'un en bureau d'études, quoi, tu vois. Alors que je pense que tout ça, ça n'existait pas avant. Clairement, toutes les équipes ont pris vraiment un niveau au-dessus en termes de professionnalisation, quoi. C'est assez dingue. On a eu l'occasion d'en parler il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, avec Alain Gauthier, qui me racontait que à l'époque, ils arrivaient à se débrouiller tout le temps, en fait, à trouver des solutions et que voilà, l'IMOCA, c'était un peu le mode des merdes pour pouvoir réussir à prendre le départ du Vendée Globe. Et ça ne les empêchait pas de gagner. Aujourd'hui, ce temps-là, il est complètement révolu, quoi. Aujourd'hui, c'est voilà, quelles seront les meilleures équipes avec les meilleures innovations et avec le meilleur niveau d'investissement humain aussi, de personnes qui ont bossé dans le projet et le niveau de professionnalisation, quoi. C'est sûr que quand on regarde une équipe moyenne comme la nôtre, aujourd'hui, on est déjà à un niveau de professionnalisme qui est hyper élevé et quand on regarde les équipes élites, on est encore dans une dimension qui est énorme, quoi. Moi, je trouve ça plutôt incroyable pour notre sport, quoi. Ça veut dire qu'on progresse énormément. Après, voilà, c'est sûr que ça devient aussi un peu élitiste, quoi, de plus en plus. Donc, ce qui peut être dommage, c'est de perdre des projets un peu plus aventuriers, comme ça avait pu l'être. Mais j'ai l'impression que même les projets aventuriers aujourd'hui, c'est plus vraiment des aventuriers, quoi. Il y en a sûrement encore quelques-uns, mais
on risque peut-être de les perdre si ça continue. Mais sportivement, tu t'attends à quoi comme scénario? Sportivement, je m'attends à quoi comme scénario? Sportivement, honnêtement, je m'attends à rien. Je sais juste que ben, dans le top 10-15, il y a beaucoup de marins très affûtés, d'équipes très affûtées et de skippers qui ont confiance en leur équipe et en leur bateau. Donc je vois mal le jeu partir calmement, si tu veux. Je pense que ça va partir rapidement et s'il y en a un qui commence à appuyer sur le champignon, tout le monde va vouloir appuyer sur le champignon parce que bah, tu peux te dire, bah ouais, mais s'il appuie sur le champignon tout seul et qu'en fait il lui arrive rien, il va gagner quoi. Et du coup, bah voilà, tout le monde va vouloir chercher à doser ça, à doser son rythme. Et avec le niveau auquel on est arrivé, je pense pas que ça parte au ralenti quoi. Je pense que ça va partir poignée dans l'angle. Et du coup, sportivement, ça va quand même créer une course qui va être intéressante. Parce que poignée dans l'angle, personne tiendra non plus tout le tour du monde. Donc je pense qu'il y aura aussi un moment où les esprits risquent de se calmer. Et je pense qu'on arrivera dans une phase où il y a aussi la magie du Vendée Globe qui va opérer, c'est-à-dire des petites avaries qui vont apparaître. Quels seront les skippers qui vont le mieux réussir à résoudre ces petites avaries pour garder leur bateau au maximum de leur potentiel. Et ça c'est ce qui va faire que la course va être différente que toutes les transats qu'on a pu vivre jusqu'ici, où globalement tout le monde était pied au plancher, quoi. Alors, une des évolutions qu'on a vues, c'est qu'effectivement, les marins ne sont plus qu'uniquement des hommes sandwich, mais que tout le monde a aussi essayé de porter, de mettre en lumière des projets sociétaux, de donner toute leur place et leur affichage. C'est aussi l'une des nouveautés. Bah, c'est vrai que c'est assez nouveau. Malgré tout, on est sur des projets très technologiques, très axés sur la performance, très axés sur la compétition. Et les marins sont finalement de plus en plus connus, les équipes aussi. Euh, les courses sont de plus en plus médiatisées. Et aujourd'hui, je trouve ça assez génial que finalement, tout l'aspect sociétal, engagement des marins au travers de causes, etc. Et ben, tout ça, c'est de plus en plus mis en avant. Et en fait, ça fait que grandir. Il y a de plus en plus de projets qui mettent en avant des projets sociétaux. Et ça, c'est quand même je trouve assez dingue dans notre sport. J'ai l'impression que chacun a pris conscience qu'en fait, il doit aussi avoir un effet et un engagement sociétal. Et ça, je trouve ça assez chouette. Et c'est complètement divers et varié. C'est des causes qui parlent finalement à chacun. Et chacun y allait finalement de son expérience, de son vécu, de ce qu'il vit, de ce qui l'anime aussi. Voilà, nous, je sais que le projet dans les écoles avec la Water Family pour la sensibilisation avec les enfants pour la protection de l'eau, c'est quelque chose qui a pris une place très importante dans notre projet. On a lancé un projet qui est en dehors de ce qu'on fait sportivement, c'est-à-dire une Water Forest School, un projet en forêt pour aller éduquer les enfants à la protection de l'eau. Je sais que Damien Seguin, dans tous les projets d'inclusion, il est très très investi. On l'a vu pendant les Jeux paralympiques. Et je pense qu'il donne des lueurs d'espoir à plein de personnes. Je trouve qu'il y a plein de projets qui émergent comme ça et qui sont assez incroyables. Et je trouve que finalement, ça c'est l'humilité un peu du large, c'est la volonté des marins principalement et des sponsors de s'engager là-dedans. Et je trouve que c'est génial parce que ça garde une dimension qui est autre aussi que uniquement sportive, quoi. Et alors, détaille-nous un peu, toi, ton action avec la Water Family qui a toujours été dans tes projets, même avant, hein, même avant l'IMOCA. Oui, nous, la Water Family, ça fait partie de l'ADN de notre projet. Depuis qu'on participe au Tour de France à la voile, à la Solitaire du Figaro, depuis, ils sont présents sur tous les départs de course. Je pense que tout le monde, tous les sponsors, toutes les équipes les connaissent. C'est assez chouette parce qu'on fait participer l'association Water Family fait participer des animateurs pour qu'ils aillent animer les stands auprès des enfants avec des jeux, etc. Mais c'est aussi un travail quotidien qu'ils font toute l'année dans les écoles en créant des guides pédagogiques. Et ils
ils vont surtout dans les écoles avec ce guide pédagogique pour apprendre aux enfants. C'est vraiment de l'animation, ça c'est quelque chose d'assez important. Et moi je trouve ça génial aussi, moi en tant que marin, d'aller dans les écoles des fois aussi. Ça me booste à fond voilà, voilà, de faire découvrir mon sport, mon métier, et qu'en plus ce soit utile parce que les experts de l'association interviennent également. Et c'est marrant parce qu'ils écoutent d'autant plus quand nous on est là, parce que on leur montre qu'on est aussi pris par le sujet. Et un des projets vraiment importants qu'on a pu faire, c'est ce projet de la Water Forest School qu'on a lancé en commun avec GUE Environnement, notre sponsor, et l'association, et aussi une collectivité. C'est ça qui est assez génial, c'est que notre projet a servi à se faire rapprocher le monde du privé, le monde du public, le monde associatif, pour lancer un projet commun qui est le futur. Le futur, c'est d'aller éduquer les enfants, non pas entre quatre murs, mais d'aller aussi les éduquer en pleine forêt, en plein marais. Dans les marais, ça peut être autour de la mer. Et ça, c'est des projets qui sont géniaux. Et là, on a fait apparaître ce premier projet ici en Vendée, au Sable d'Olonne. Le deuxième va sûrement apparaître du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Donc nous, on en fait grandir en Vendée, mais je pense que partout en France, ça va commencer à émerger. Parce que ça fonctionne très bien. Et du coup, nous, on est assez fiers de ce projet aussi, quoi. Et le message, c'est quoi de la Water Family? Le message de la Water Family, c'est agir à la source auprès des enfants pour leur donner tous les aspects de comment on peut protéger l'eau, en fait. C'est-à-dire, il y a plein de thèmes. C'est qu'est-ce que l'eau invisible? C'est-à-dire que l'eau qu'on peut polluer ou qu'on peut consommer mais qu'on ne voit pas, qui va servir à produire tel ou tel article. Ça va être tout simplement de leur apprendre le cycle de l'eau, qu'une goutte d'eau qu'on pollue, ça va être cette même goutte d'eau, ça va être la goutte d'eau de l'océan, la goutte d'eau de la montagne, la goutte d'eau de la rivière, la goutte d'eau qu'on va boire. Voilà, il y a plein de thèmes comme ça. Forcément, quand ils vont en forêt, voilà, c'est aussi le fonctionnement des arbres, comment ils arrivent à se nourrir, comment fonctionne l'eau en forêt. Et ça, c'est voilà, il y a énormément de sujets qui sont traités par l'ASSO, avec des guides éducatifs qui sont des programmes éducatifs qui sont super, quoi. Et moi, j'apprends encore des choses en fait avec les scientifiques, avec les animateurs, et donc c'est ça que je trouve génial. C'est que si on apprend aux enfants, alors que moi-même en tant qu'adulte, il y a des trucs que je ne sais pas, ça veut dire qu'on peut tous apprendre de ça et que les enfants ils seront plus aptes à avoir toutes ces connaissances demain par rapport à nous adultes aujourd'hui, quoi. Et alors toi, marin, sur les mers du monde, quelle est ta vision des eaux que tu parcours? Moi, marin du monde, écoute, marin qui traverse les océans, j'ai une place bien petite finalement dans tout ce monde qui est finalement dans tous ces océans qui sont finalement immenses en fait. Et nous, on a une chance en tant que marin de passer dans des zones qui sont plutôt chouettes, dans lesquelles on peut découvrir les écosystèmes, mais dans lesquelles on ne voit pas toutes les pollutions, parce qu'une grande partie de la pollution est invisible. Moi, franchement, là-dessus, je ne suis pas scientifique, je suis uniquement marin, je peux uniquement dire ce que je vois et ce que je vis et ce que je capte au quotidien, mais je suis incapable de dire si la planète va mal, je suis incapable de dire si l'eau est polluée, je suis incapable de dire si ça se réchauffe. Et je pense que c'est important, en tout cas pour nous en tant que marins, mais aussi pour les gens de manière générale, de faire confiance en ce que nous disent les scientifiques, parce qu'en fait c'est eux qui ont la science tout simplement, et qui savent ce qu'il en est. Moi je peux juste aujourd'hui donner des preuves et dire que bon, on n'est quand même pas foutu parce qu'on arrive quand même à faire le tour du monde sur des bateaux sans pour autant croiser tant de pollution que ça. Voilà, je pense que nous, notre rôle en tant que marin, il n'est pas d'être scientifique, il est plutôt en tant que marin qui font des courses, je veux dire, de bateaux qui sont médiatisés. Il n'est pas forcément d'être scientifique et d'essayer de dire des choses qu'on ne connaît pas. Il est plutôt de vouloir mettre en avant ce que disent les scientifiques, ou plutôt mettre en avant ce que veulent faire les associations, ce que veulent faire les différents programmes environnementaux. Ça, c'est plutôt notre rôle, quoi. Parce que tout simplement, on n'est pas légitime à donner notre science, quoi. Dernière question, est-ce que tu peux nous raconter
Sur votre parcours, vous allez avoir plusieurs types de zones d'exclusion. Oui, en effet, depuis 2 ans maintenant, commencent à apparaître d'autres zones d'exclusion. Notre milieu et notre monde évoluent aussi, et c'est assez génial. Notamment, on a pu prendre le départ de la New York Vendée récemment à 150 000 au large des côtes, tout simplement pour éviter une zone de cétacés et qu'on ne soit pas à pleine vitesse dans ces zones-là. Et ça a fonctionné parce qu'aucun bateau a percuté de cétacés sur cette course. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez chouette. Et donc voilà, le monde de la voile évolue, le monde de la course à la voile au large évolue. Et en effet, maintenant, il y a de nouvelles zones d'exclusion. Donc il y a la fameuse zone d'exclusion des glaces qu'on connaît bien maintenant sur le Vendée Globe, qui est là depuis plusieurs années. Mais bientôt, on aura aussi les zones justement d'exclusion des cétacés qui sont aussi, voilà, qui vont être tout simplement repérés par des associations de scientifiques, etc., de par où sont les mouvements de cétacés pour qu'on évite d'aller dans ces zones, parce qu'eux vont être gagnants et nous aussi sur cet aspect-là. Donc non, c'est plutôt une bonne chose qu'on voit évoluer les courses avec ce genre de zone d'exclusion. Merci beaucoup. Avec plaisir.